19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 21 septembre 2022. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont été victimes hier tard dans la nuit d'une attaque à armes blanches par des individus. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de plusieurs blessés. Le reportage est de Ismaël Moumouni. C'est dans la soirée du mardi 20 septembre que des personnes ont fait éruption au campus, précisément au bâtiment H de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ces personnes munies d'armes blanches se sont pris aux étudiants, comme en atteste le secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Hier, tardivement dans la nuit, il y a eu irruption des individus mal intentionnés qui se sont permis de faire irruption sur le campus universitaire pour s'attaquer à la commission ordre de l'ONU, la CASO, et vouloir saccager en tout cas les biens des camarades. Les environs de 19h, moi personnellement, j'ai reçu un appel me faisant cas des situations déplorables qui peuvent en tout cas se faire vivre sur le campus universitaire. Et très malheureusement, j'ai pensé que ce sont des causeries du genre syndicaliste entre eux, mais la nuit, tardivement, nous avons constaté qu'il y a eu irruption de ces individus. Donc nous pensons en tout cas qu'il y a une préparation, une préméditation liée à ces événements et que ces personnes sont soit les investigateurs, soit des personnes qui ont essayé d'agir d'une manière ou d'une autre pour créer cette confusion et porter atteinte à la grande base de l'ONU, à la CASO et à toute l'université entière, parce que c'est la crédibilité de l'université qui est en jeu face à cette situation. Cette attaque des personnes munies d'armes blanches n'est pas sans conséquence. Cette irruption a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu des situations déplorables, parmi lesquelles nous comptons en tout cas parmi ces mercenaires, parmi ces individus, des personnes qui ont voulu bloquer le passage à une ambulance transportant un malade qui devrait aller au CHU pour se faire soigner. Malheureusement, après la libération de la voie, l'ambulance a pu transporter le camarade, mais qui a rendu l'âme après avoir été évacué au niveau du CHU. Le bilan, on peut en tout cas facilement le faire parce que nous avons des camarades qui sont blessés. À l'heure actuelle, nous sommes en train de parler. Il y a certains de nos camarades qui sont à l'intérieur, dont le ministre même des enseignements supérieurs a effectué une visite il y a moins de 30 minutes pour voir l'état dans lequel se trouvent ces camarades blessés. Il y a d'autres qui se trouvent au niveau d'autres hôpitaux. Il y a parmi les personnes qui ont fait irruption qui sont dans les mains de la police. Certainement, ils sont en train d'être transférés à la police judiciaire et nous osons espérer que toute la lumière soit faite par rapport à cet état de fait. Le comité exécutif de l'UNUN dit vouloir user de tous les moyens pour que les auteurs et complices de tels actes soient traduits devant les tribunaux afin de subir les rigueurs de la loi. Et justement, ce jour, mercredi 21 septembre, est une journée internationale de la paix qui est célébrée à travers le monde. Le thème de cette journée est mettre fin au racisme, bâtir la paix. Il s'agissait à travers cette journée de montrer l'importance dans le développement des nations. Occasion pour le président du réseau Espérance, Maman Bachar, d'appeler la population de s'accepter les uns des autres. On l'écoute. La paix, c'est le fondement même de la vie sociale, la coexistence pacifique entre les humains, donc qui sort du cadre de ce qu'on appelle la loi de la jungle, donc où l'homme, avec les autres hommes, s'organise sur la base d'un certain nombre de normes, à la fois juridiques et morales, pour pouvoir organiser le mieux-être et la coexistence pacifique, j'allais dire même le vivre ensemble. Donc vivre ensemble, c'est s'accepter mutuellement, accepter ses différences, accepter les divergences, que ce soit d'opinion politique ou religieuse, mais également accepter la différence entre les humains, la différence entre les humains sur leur façon d'être, ou disons la façon par laquelle Dieu les a créés. Donc comme vous le savez, nous sommes soit des blancs, de rouges, de noirs, de bruns, de métis. Donc il faut que dans ces multiples en tout cas humains, que les uns et les autres parviennent à s'accepter
et à pouvoir établir des règles morales et sociales, j'allais dire même juridiques, sur laquelle tout le monde s'entend et qui favorise la paix ensemble. Comme on le dit, la paix n'est pas un vain mot, c'est un état d'esprit. Donc il faut que dans chaque humain, dans chacune des consciences humaines, qu'il y ait cette volonté-là de vivre de manière pacifique avec l'autre. Le message qu'il faille véhiculer, c'est un message de tolérance, un message d'acceptation mutuelle, un message surtout d'acceptation de différence. À partir du moment où nous sommes une communauté humaine, il va falloir accepter que nous vivons dans des conflits. Et ces conflits-là peuvent être liés particulièrement à des intérêts, à des valeurs ou à des façons d'être. Donc, c'est à nous de voir les niveaux d'acceptation mutuelle dans l'intégration de ces différentes valeurs-là dans les consciences de chacun et de chacune, de manière à ce que les conflits soient gérés de manière pacifique et qu'ils soient, si vous voulez, des moteurs de coexistence pacifique, de manière à ce que nous puissions être à mesure de transformer positivement les conflits. Les conflits vont tout le temps exister dans la vie des humains, mais il s'agit ici de trouver les mécanismes les plus adéquats pour faire en sorte que ces conflits-là soient gérés de manière pacifique et que justement ils ne débouchent pas sur des conflits armés et des violences. Sans cela, il ne peut pas y avoir de paix, il va y avoir toujours, si vous voulez, des résurgences de conflits et peut-être même des organisations criminelles qui vont pouvoir s'organiser pour être une alternative et justement selon elles, justement à ces injustices ou à des comportements déviants qui pourraient être observés au niveau des porteurs d'obligations. Donc c'est un message que je lance, en tout cas en tant que citoyen, à tous les acteurs publics de s'investir pour cette dynamique-là. Sans paix, il ne peut pas y avoir de développement. Et en intégrant l'aspect ou le fondamental que en fait chaque société vit dans des conflits et que ces conflits-là doivent être des conflits positifs, ils doivent être des conflits non violents qui puissent amorcer justement les développements collectifs et qui puissent promouvoir le mieux-être ou le vivre ensemble collectif de manière à ce que chaque citoyen se trouve en tout cas à l'aise dans son pays, puisque c'est ça aussi le fondamental qui puisse garantir la paix de manière continue, durable et constante. 3 850 000 francs CFA, c'est la valeur d'un don offert cet après-midi à l'école Tondikware 1 de l'arrondissement Niamey 1. Il s'agit d'une classe en matériaux définitifs équipée de tables-bancs mises à la disposition de la dite école par l'école Alliance de Niamey. Le résumé avec Adam Ousmana et Boubacar Souley. C'est dans une joie immense que parents d'élèves de l'école Tondikware 1, 6 dans le premier arrondissement communal de Niamey, enseignants, responsables municipaux et coutumiers se retrouvent à travers ce cadre pour magnifier cette cérémonie qui marque une solidarité agissante entre scolaires et établissements. Il s'agit d'une donation des élèves de l'école Alliance de Niamey à l'endroit de cette école primaire du village de Tondikware dont se réjouissent d'ailleurs les autorités académiques. J'aimerais dire merci aux fondateurs et aux élèves de l'école Alliance pour cette merveilleuse classe que nous ont dotée. Nous allons en faire bon usage, Inch'Allah, avec l'aide de nos autorités académiques, avec l'aide de la population. Et nous allons ensemble œuvrer pour que ce qu'on nous a donné, les gens ne puissent pas dire ah, si on savait. Au nom du ministre de l'Éducation nationale du Niger, nous tenons à remercier l'école Alliance, ses responsables, le fondateur, les parents d'élèves et les élèves de ce travail combien bénéfique pour les enfants. En voyant cette construction, nous allons dire à monsieur le fondateur et les parents d'élèves ainsi que les enseignants
vous avez réussi l'éducation de vos élèves. Si des collégiens peuvent cotiser pour faire une œuvre aussi grandiose, le jour que ces élèves seront des responsables pour ce pays, le Niger sera un pays prospère et développé. Occasion pour le fondateur de l'école Alliance de rappeler à l'assistance le processus ayant abouti à cette cérémonie. Là, le résultat aujourd'hui que nous voyons, c'est l'effort de beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'à l'école, nous avons aujourd'hui, nous sommes très fiers qu'on a pu construire une communauté scolaire responsable. Quand vous voyez des jeunes de 14, 15, 16 ans qui acceptent en plein cœur, avec beaucoup de cœur, faire des activités, régénérer du fonds pour venir en aide, je pense que c'est très important. En réceptionnant le don, le maire élu du 1er arrondissement communal de Niamey, lui-même ancien élève de l'établissement bénéficiaire, n'a pas caché son émotion et salué vivement les donateurs. Si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est bien parce que l'administration et les parents d'élèves de l'école Alliance de Niamey ont mis en commun leurs ressources et leur générosité pour doter l'école primaire de Tondikware 1 en fournitures scolaires et d'une salle de classe en matériaux définitifs équipés de tables-bancs. Cette œuvre sociale qui a coûté environ 3 850 000 est le premier exemple significatif de solidarité d'une école privée envers une école publique. Cette noble action mérite d'être poursuivie afin de soulager nos élèves qui n'aspirent qu'à étudier dans des environnements sûrs et de qualité. Ce geste de l'école Alliance, qui n'est pas le premier du genre, car ayant déjà porté assistance à l'école Medressa de ce village, doit faire école et au-delà interpeller les bonnes volontés pour appuyer le système éducatif nigérien en général et en particulier l'école publique qui en a tant besoin. Sur plusieurs carrefours de la ville de Niamey, les feux optiques ou tricolores devant servir à réguler la circulation routière ne font l'objet d'aucune fonctionnalité. Toute chose qui cause assez de désagréments favorise des accidents et rend Niamey, qui jadis Niala, méconnaissable. Ce qui a suscité ce reportage de Boubacar Ibrahim et Chebou Guissou. Il y avait de cela quelques années, constatant la nécessité de pallier aux embouteillages mais aussi prévenir les accidents, la ville de Niamey avait procédé à l'installation d'une nouvelle génération de feux optiques ou feux tricolores fonctionnant à base de l'énergie solaire. Ces feux, qui pendant un court moment avaient joué le but pour lequel ils ont été installés, ne fonctionnent ces derniers temps comme on peut regrettablement le constater, car contre-courant et c'est sur la plupart des carrefours stratégiques où ils ont fait l'objet d'installation. Du rond-point Gadafawa au rond-point Ena, en passant par Maurice Delens, de celui du complexe à celui de Gadafawa, en passant par le rond-point Mairie Garage à l'intersection faisant face au siège de Zamani Télécom, le dysfonctionnement est presque le même. Bien qu'il faut se féliciter de la constance de la police qui compte toute attente régler la circulation pour prévenir les accidents. Désenchantés, les usagers témoignent tout en lançant un appel pressant à l'endroit des autorités. Le dysfonctionnement des feux optiques nous cause beaucoup de tort. Cela engendre beaucoup d'accidents. Nous demandons aux autorités de bien vouloir les arranger. Police il faut alors que mon fait ici voilà ville de Niamey vraiment accident. C'est ainsi qu'il faut rappeler que plusieurs centaines de millions ont servi pour l'installation de ces feux optiques qui donnent aujourd'hui l'impression d'avoir jeté de l'argent par la fenêtre. La ville de Niamey doit, dans une certaine mesure, pour mettre les usagers dans leurs droits, se départir des liens familiaux et amicaux et faire appel aux concessionnaires ou à l'acquéreur pour réparation ou l'obliger à rembourser. Car c'est cela la mission du vrai homme du devoir. Il saura faire taire ses inclinaisons, ses intérêts personnels et partisans pour répondre à un appel qui rendrait service à tous.
Chronique juridique à présent, elle porte cette semaine sur le droit à l'image, un thème développé par Maître Amani Mustafa Nyebe, avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. Qu'est-ce qu'on entend par le droit à l'image? On va juste vous dire que c'est un droit qui désigne l'ensemble de la protection que la loi donne à une personne pour protéger son image qui a été utilisée sans son consentement. Le droit à l'image bénéficie d'une très large protection qui va bien au-delà de la sphère de la vie privée. En effet, une personne peut s'opposer à l'utilisation de son image prise dans n'importe quel endroit, que ce soit dans un endroit public ou dans un endroit privé. Il n'est pas nécessaire que le visage, c'est extrêmement important, que le visage de la personne soit reconnaissable. Il suffit juste que la personne soit identifiée et identifiable. Le droit à l'image, c'est vraiment une protection de la vie privée de la personne et même au-delà. Souvent, ça rentre même dans la protection de la vie de la personne qui est apparue en public. Et la protection de la vie privée liée au droit à l'image se fonde principalement sur l'autorisation de la personne concernée. L'utilisation de l'image d'une personne nécessite une autorisation expresse et spéciale. Expresse et spéciale, sans cette autorisation, il est en principe interdit d'utiliser l'image d'une personne. Ici au Niger, malheureusement, le législateur n'a pas tellement légiféré sur la protection stricte du droit à l'image, mais les juridictions se fondent sur la protection, sur l'article 1382, l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 11 de notre Constitution pour protéger le droit à l'image de la personne. Parce que nous ne cesserons de le dire que le consentement de la personne doit être express, spécial et non équivoque. Sans ce consentement, eh bien, la personne peut porter plainte contre l'auteur de la diffusion de son image. Les victimes disposent de deux voies. Ça dépend du contexte, en fait, dans lequel l'image a été utilisée. Si c'est dans le cadre commercial que l'image de la personne a été utilisée par une société, par une entreprise bien déterminée, eh bien, l'auteur, la victime de ce fait peut saisir le tribunal de grande instance du lieu de son ressort pour demander au juge de bien vouloir constater, je dis bien constater, que son image est en train d'être utilisée par une personne et qu'elle n'a pas donné son autorisation expresse et spéciale. Express et spécial pour deux raisons. Parce que quand l'autre va venir pour dire « Ah, la personne m'avait autorisé à prendre sa photographie, à prendre son image. » Mais ce n'est pas parce que la personne a consenti à être filmée ou à être prise en photo que vous avez l'autorisation d'utiliser cette photo-là ou cette image-là ou cette vidéo-là pour d'autres fins. Et même dans le cas où la personne donne son consentement, il est extrêmement important de préciser avec soin l'objet de l'autorisation ainsi que l'étendue de son utilisation. Et il faut même aller au-delà pour dire les supports qui vont être utilisés pour exploiter l'image, la durée de l'exploitation de l'image, parce que c'est extrêmement important pour que demain, éventuellement, si la personne arrive à porter l'affaire devant la juridiction, vous allez au moins
son autorisation et que c'est une autorisation spéciale qui parle de l'objet, qui parle de l'étendue, qui parle même des supports qui seront éventuellement utilisés. Et au besoin, parce que là c'est le juge du fond, la procédure peut prendre beaucoup de temps. En attendant, la personne peut saisir aussi le juge des référés pour demander à ce qu'on ordonne à la personne le retrait pur et simple de ces images. Parce qu'une telle situation va créer un trouble à l'ordre public. Il y a une urgence qui est là. Le juge des référés peut connaître de cette situation pour éventuellement amener le contrevenant à rétablir l'ordre. La deuxième situation ou la deuxième voie de recours, c'est que l'utilisation d'une image de la personne peut souvent s'analyser en une diffamation. Ça dépend du contexte en fait, parce que la personne peut utiliser l'image de la personne dans la presse écrite par exemple. Là, ça laisse dire qu'il y a une diffamation en fonction des commentaires ou en fonction du but poursuivi. La personne peut saisir le juge pénal pour demander éventuellement de constater d'abord la violation de la loi pénale et après demander la réparation du préjudice que cette publication lui cause. Et là, dans tous les cas, ces voies de recours ont pour but de mettre la personne victime dans ses droits. Il lui suffira de démontrer la faute commise par la personne qui a utilisé son image, le lien de causalité entre cette faute et la personne et le préjudice qu'il subit du fait de cette utilisation. Donc vous voyez un peu comment la personne peut utiliser ces voies de recours. Et c'est des voies qui sont là, ça peut faire l'objet d'appel, ça peut aller jusqu'en cassation où les juges vont déterminer. Et ici, ce qui est important de souligner, c'est que d'après une jurisprudence constante de nos cours et tribunaux, on dit l'exploitation de l'image d'une personne dans une publicité implique son consentement de manière certaine, effective et non équivoque, spécialement donné pour l'utilisation publicitaire. Ça, c'est une jurisprudence constante de nos juridictions. Ici au Niger, bien évidemment. Donc, toutes les fois où une personne se voit dans cette situation, où son image a été utilisée sans son consentement, ou à tout le monde, sans pour autant que la personne consente expressément que l'utilisation sera faite dans une publicité, eh bien la personne peut saisir les juridictions qui, au besoin, vont le mettre dans ses droits. Et toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction et à son utilisation sans son consentement. Donc vous voyez bien que pour qu'on puisse utiliser l'image de quelqu'un, il faudra qu'il y ait un consentement, et ce consentement doit être express, sans équivoque, et que la personne doit même expliquer le délai dans lequel l'utilisation sera faite, les supports qui seront éventuellement utilisés. À défaut, je dis bien, la personne peut saisir les juridictions pour être dans son droit. Les sanctions prévues, c'est que le juge peut ordonner le retrait des images. Le juge peut condamner la personne qui a utilisé l'image sans l'autorisation de la personne à des dommages et intérêts pour mettre la personne dans ses droits. Parce que ce qu'il faudra comprendre, c'est que la personne qui est victime de ces faits va juste démontrer l'image, va juste démontrer le préjudice subi, et le juge va tirer les conséquences qui est le fait de réparer ce préjudice-là. Et pour que le trouble cesse, il faudra naturellement retirer ces images qui ont conduit à troubler l'ordre public et à créer un préjudice en la personne qui n'a pas donné l'autorisation pour que son image soit utilisée. Le principe du droit à l'image souffre cependant de quelques exceptions.
telles que la présomption du consentement pour les personnalités publiques, ou encore le droit à l'information du public. Parce que les personnes publiques, leur droit est un peu plus freiné, limité que pour les personnes ordinaires. Une personnalité publique, dans le cadre de l'exercice de cette mission de service public, peut être prise en image. Et c'est une présomption de consentement, on dit. Tant que tu es une personnalité publique, tu es dans un cadre public, eh bien, tu as consenti de manière implicite à ce qu'on prenne ton image. Mais là, il faudra faire la différence entre l'utilisation de la vie privée de cette personnalité publique et sa vie publique. Parce que vous ne pouvez pas prendre dans les images de la sphère de la vie privée de la personne pour venir dire non, il y a une présomption de consentement. Ça ne tient pas. C'est dans l'exercice de sa mission de service public. Et même là, la limite y est. Parce que ça ne doit pas avoir un caractère commercial. Vous ne pouvez pas utiliser l'image d'une personnalité publique dans un cadre commercial pour venir dire, ah, parce qu'il y a une présomption de consentement, vous pouvez l'utiliser. Vous ne pouvez pas le faire. Mais vous pouvez l'utiliser pour donner l'information au public. Parce que le droit à l'information, c'est un droit extrêmement important que la loi protège. Donc, dans ce cadre, vous pouvez le faire. Et même dans le cadre de l'information du public, vous devez préserver la dignité de la personne. Parce qu'une photo ou, comment on appelle ça, une image qui ne respecte pas la dignité de la personne, vous ne devez pas publier cette image, même si je dis bien, vous êtes dans le cadre de l'information du public. Et l'autre élément, c'est l'information du public. Donc, il faut concilier aussi l'information du public avec la sphère de la vie privée. Donc, c'est les limites qui sont fixées pour le droit à l'image. Pour ce qui est des personnalités publiques, on dit l'image d'une personnalité publique saisie dans le cadre de son activité professionnelle ou publique est moins bien protégée. Moins bien protégée. Toutefois, lorsque cette photographie a été prise dans le cadre de sa vie privée, il faut revenir à la règle de l'autorisation de la publicité. Si c'est une personnalité publique, dans le cadre de sa sphère de la vie privée, il faudra que la personne donne son autorisation expresse non équivoque dans le cadre de la publicité. C'est ainsi que, je prends un exemple, si par exemple vous partez à la primature au sortir d'un conseil de ministres, vous pouvez filmer le Premier ministre. Vous pouvez le faire. C'est une personnalité publique dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public. Et le but, c'est l'information du public. Mais vous ne pouvez pas le filmer ou prendre son image pour utiliser ça à des fins publicitaires. Voilà un peu de manière résumée les exceptions qui viennent limiter la protection du droit à l'image.